créé un produit comme Stripe, c'est-à-dire une payment gateway qui permet aux e-commerçants de se faire payer sur le web en utilisant les technologies locales de paiement. Donc le mobile money, mobile banking comme les gens l'appellent, c'est-à-dire des espèces de porte-monnaie électroniques qui sont portées par les cartes SIM, quoi. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce premier produit, on a lancé et on s'est dit bon, ça a marché. Mais en fait non, ça n'a pas marché. On avait passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, etc. Et on s'est dit bon, ça marche pas, c'est qu'une question de volume, on n'a pas trouvé les bons commerçants. Donc on a accéléré sur des campagnes marketing, on a sorti des offres de dingue, on a fait parler de nous, etc., etc. À la fin, en 6 mois, on a balayé en gros 800 e-commerçants en Côte d'Ivoire, juste sur la Côte d'Ivoire, pour en finir avec 30 actifs sur la plateforme, quoi. Et là, on s'est regardé avec Saïd, on s'est dit, il y a un truc qui va pas, on va pas y arriver, et si on continue comme ça, on va cramer tout le cash qu'on nous a filé, et ça marchera pas. Donc, début janvier, on a changé le positionnement, on a gardé toute notre tech, on a remarketé en disant, on va voir les grandes entreprises qui ont des flux d'encaissement existants en cash, on leur dit, on va vous digitaliser tout ça, parce que nous on a les outils pour pouvoir le faire. Donc en gros les grandes surfaces, les supermarchés, les sociétés d'assurance, les sociétés de sécurité, les sociétés de distribution, tous les gens qui ont des volumes d'encaissement costauds dans leur point de vente, nous en gros on virtualise tout ça, on crée des solutions pour pouvoir les accompagner dans j'automatise, je suis et je gère leur argent. Bon, c'est un cycle de vente B2B. Donc là encore, tu rentres dans un truc où quand tu parles la première fois avec un client et au moment où il signe, il se passe 6 mois, quoi. En relançant 200 fois, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on commence à voir le fruit de la bascule qu'on a opérée en début d'année, maintenant, enfin depuis juin, juillet, où en fait on a des gros assureurs, un gros assureur qui travaille avec nous, un deuxième qui est en train de commencer, une société de grande distribution qui nous a demandé en gros de virtualiser leurs terminaux de paiement électronique, etc. Ils veulent plus voir de terminaux d'encaissement CB dans leur point de vente, ils veulent que ce soit des apps Android qui gèrent l'encaissement CB de toutes les cartes en Côte d'Ivoire, le mobile money et demain autre chose. Ça, nous on sait faire. Des gens qui par exemple, je prends l'exemple d'un client qui est une grosse société de sécurité, enfin le leader mondial de la sécurité, qui est basé en Côte d'Ivoire et qui en gros tous les mois ils ont 1500 maisons qu'ils gardent. En fait, ils font du gardiennage parce que c'est un pays qui reste relativement pauvre. Donc il y a quand même une insécurité assez importante due à l'écart de richesse. Là-dessus, il faut être assez lucide. Et donc, il y a des gardiens souvent de maisons ou d'entreprises, etc., qui sont staffés par des sociétés de sécurité avec de la relève. Et eux, tous les mois, ils vont déposer via des coursiers les factures, parce que la poste est inopérante. Enfin, je résume vite, mais là, il y a quand même des problèmes avec la poste. Il n'y a pas vraiment de boîte aux lettres devant les maisons. C'est des boîtes aux lettres qui sont à la poste, etc. Donc, c'est pas hyper pratique. Et donc, ils envoient des coursiers déposer les 1500 factures. Ils renvoient ces mêmes coursiers une semaine après, chercher l'argent. Paiement cash, paiement chèque, paiement CB, ils prennent pas, etc. Globalement, ça crée des problématiques de sécurité parce qu'un gars qui se trimballe avec 1500, 2000 ou 3000 euros dans sa moto, déjà lui, il a peut-être envie de partir avec. Si c'est pas lui qui a envie de partir avec, il y a bien quelqu'un qui l'a vu prendre cet argent et qui va essayer de l'arrêter. Ensuite, c'est de l'argent, donc c'est difficile de rapprocher la transaction, le numéro de facture avec le montant encaissé, parce qu'en plus le truc sympa là-dedans, c'est que je te dois 497 000 francs CFA. J'ai que 492 sur moi, je te file quand même les 492. Donc ça crée des espèces de logiques qui sont hyper complexes pour ces gens-là. Alors que finalement, en mettant en place quelques outils, en formant les gens correctement, etc., on peut optimiser grandement un espèce de travail qui est rébarbatif et pour eux
et pour leurs livreurs, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes installé dans combien de pays? Alors, commercialement, on est actif en Côte d'Ivoire, hyper actif en Côte d'Ivoire, et on est installé, par contre, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, à Madagascar, et j'en oublie un, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Madagascar. Ouais, et on est en train de se déployer sur Maurice maintenant. Et est-ce que tu as remarqué des différences en termes de business dans... Tous les pays sont hyper différents. Tous les pays africains sont hyper différents. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est hyper différent. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes codes qu'il faut employer, c'est pas les mêmes types d'argumentaires. C'est d'autres types de planning aussi. Burkina Faso, c'est pareil. Il y a un gros retard sur l'infrastructure, donc il y a moins de pénétration à l'internet, donc il y a moins de transactions sur le web, donc c'est un peu plus long. Au Cameroun, en ce moment, il y a une mini-guerre civile, donc c'est très compliqué, ça paralyse toute l'économie. Et donc nous, comment on se déploie dans ces pays-là? On trouve des partenaires locaux qui nous aident dans le business quotidien avec les autorités, les opérateurs, etc. Parce que il y aura jamais rien personne de mieux qu'un Camerounais pour connaître le Cameroun. Moi, j'ai pas la prétention de connaître le Cameroun. Je connais bien la Côte d'Ivoire, je connais bien le Sénégal, je connais bien quelques autres pays, mais je suis pas un local. Et c'est la même chose avec la Réunion. C'est-à-dire que il y a des réalités qui ne se voient que quand on y habite, et qui ne se voient que quand on y a habité toute sa vie aussi d'ailleurs, sans rapporter des habitudes qui existaient pas là. Et donc oui, chaque pays est différent pour nous. Chaque pays c'est des réalités différentes. Chaque pays c'est des équipes différentes d'ailleurs. Donc ouais, c'est pas ça. Quelle manière de manager chaque équipe? Ouais, bah ça c'est un sujet. J'ai peut-être pas toujours trouvé le point. La manière de manager chaque équipe. Nous, on privilégie en général des profils très autonomes, parce que j'ai pas envie de spécialement leur expliquer tout de A à Z. Et je veux que ils puissent improviser quand il y a une situation, parce que justement notre situation, notre configuration décentralisée fait que, avec le décalage horaire, avec la réalité du marché, avec, si le degré d'autonomie de tous nos partenaires, de nos équipes est pas grand, moi je dors plus, je fais plus rien, et en plus à un moment je vais commencer à prendre des mauvaises décisions tout le temps. Donc c'est comme ça qu'on le résout, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre des gens qui sont talentueux, les payer correctement, de les mettre dans des conditions confortables pour qu'ils fassent un travail au niveau où on l'attend. Je sais pas comment le faire autrement, moi. Tu fais du business en Afrique, à l'étranger. Est-ce que tu as travaillé avec le Club Export? Alors, non, pas pour l'instant. Je t'avouerai que c'est plus moi le problème là-dedans, c'est que en fait, nous, on est parti pleine balle depuis le lancement du projet. On a très peu regardé et les financements locaux et les possibilités offertes par le Club Export, la région, etc. Et on s'est réveillé un peu en juin en se disant ouais, il y a aussi des trucs ici. Mais c'est parce qu'on était trop orienté opérationnel. Donc là maintenant, on commence à travailler avec la région, notamment la cellule d'export de la région, sur de l'aide à l'internationalisation, notamment le dépôt de la marque Up2 sur 17 pays de la zone. On a parlé avec Business France aussi sur des voyages de prospection qui seraient organisés par eux, peut-être un VIE en 2020, etc. Donc on commence à leur parler. Voilà. Et pourquoi Up2? Waouh. Longue histoire. En fait, Up2 c'est juste une partie du nom initial que je voulais moi. En fait, moi, le nom initial que je voulais, c'était Up2 Africa. C'est la porte d'entrée pour l'infrastructure télécom en Afrique. Et de Up2 Africa, forcément, c'était pris. Genre, je la fais pas, machin, c'était impossible. Et à un moment, à force de chercher, j'ai vu que Up2.io était dispo. Et c'est hyper rare de trouver des séquences de 4 lettres qui veulent dire quelque chose disponible en nom de domaine. Maintenant. Donc du coup on s'est un peu arrêté là-dessus et finalement Up2 c'est facile à prononcer pour les francophones. Alors non, pas pour les francophones, c'est facile à prononcer pour les anglophones. Pour tous les gens qui parlent français, en général c'est Up2 qui nous appellent ou Up2. Pas grave, un jour ou l'autre ça sera réglé, ça sera suffisamment dans les mentalités, mais moi je trouve ça sympa et tant que nous on trouve ça sympa, c'est cool.
Combien de temps prend Up2 dans ta journée du coup? Bon, alors ça c'est compliqué à répondre parce que ça, il y a des dates marquantes, hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, on a eu une petite fille avec ma femme. Donc avant ça prenait, je sais pas, 80-90% de mon temps éveillé. 80, je pense peut-être. Parce qu'après il restait 10% de sport et après il fallait les temps de trajet. Maintenant c'est forcément un peu moins parce que je veux m'occuper d'elle, donc je pars un peu plus tard le matin, je rentre un peu plus tôt le soir. Et ça correspond à aussi la phase où les équipes finalement deviennent de plus en plus autonomes. Mais c'est peut-être parce que moi je suis prêt en fait. C'est pas eux. Je pense que eux ils ont toujours été prêts. C'est juste que moi je suis prêt à lâcher un petit peu pour. Alors je suis toujours hyper impliqué. Enfin c'est tous les jours. Il y a pas vraiment de vacances. Il y a. Enfin c'est non-stop. Mais quelque part avant ça m'arrivait régulièrement que vers 10-11 heures du soir on m'appelle. Là de toute façon. Parce que avec le décalage horaire, à 11 heures il est encore 19 heures en Côte d'Ivoire. Bon, les gars, et moi je voulais pas qu'ils aient de filtre ou de date de se dire c'est un sujet business, ils pensent qu'ils doivent m'appeler, ils m'appellent, je réponds, terminé. Maintenant, à 20h, au moment où je couche ma fille ou je m'en occupe, ils m'appellent pas, c'est tout. Et soit c'est suffisamment, soit ils arrivent à gérer le problème eux-mêmes, soit c'est le lendemain matin. Et tu as des routines quotidiennes qui t'aident à tenir? Oui, alors moi j'en ai pas mal, hein. Je fonctionne souvent. Alors j'en ai tellement, donc il y a un des gros trucs importants qui m'aide à tenir le stress, la charge mentale qu'est ce projet, les différentes parties prenantes, c'est le sport. Du coup, je suis inscrit à la salle juste à côté, à CrossFit Sainte-Marie. J'avouerai que ça, c'est un des gros éléments qui fait qu'il y a encore un projet aujourd'hui que j'ai pas lâché parce que ma santé mentale est restée quelque part entre la montagne et Sainte-Marie, quoi. Tu fais du canyoning aussi? Ouais, alors en fait comme ici souvent, hein, tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on aime bien les trucs qui font des sensations. Donc ouais, canyoning, de la plongée, je faisais du triathlon avant quand j'étais plus jeune, je faisais du motocross, du VTT descente, tous les trucs que tous les gars aiment ici en fait. C'est toi qui montes tes propres vidéos? Ouais, iMovie c'est simple, hein, non? Ouais, mais c'est bien fait quand même. Ouais, vite fait, vraiment vite fait, hein. C'est plus pour pouvoir les partager avec la famille, etc., qu'on fait ça, on crée des souvenirs, parce que sinon on a des rushs de dizaines d'heures sous l'eau, un canyon, machin, qu'on n'utilise jamais, quoi. Ou motocross, ou machin. Et puis après, j'essaye de venir en vélo 1-2 fois par semaine ici, de la maison. Je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, le mindset. Tu as un livre que tu aimerais citer, si c'était le seul livre? Waouh, le seul, c'est compliqué, mais il y a un livre qui m'a marqué, m'a vraiment marqué, je pense, ces derniers temps, c'est Total Recall, la biographie de Arnold Schwarzenegger. C'est dingue, ce livre, il faut le lire. Enfin, c'est de la folie. Comment d'un mec qui naît dans la campagne autrichienne, pauvre, le concept, c'est peut-être pas eux qui l'ont inventé, mais globalement, je peux te dire que quand t'es né dans les années 50, il est né d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand tu nais pendant la Seconde Guerre mondiale en Autriche, dans la campagne, la vie elle est un peu dure, hein. Et de là, tu passes à mon rêve, c'est de faire du cinéma ou d'être Mister Universe, à ça, à gouverneur de machin. Tu dis qu'à un moment, les barrières que tu t'imposes dans ta tête, c'est pas du tout les bonnes, hein. C'est pas du tout les bonnes, parce que c'est juste dingue. Un parcours comme ça, c'est juste de la folie. Il y a quelqu'un qui t'inspire
mis à part Arnold. Alors lui, il m'inspire pas spécialement. Je connaissais pas son